Bon, voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. J'espère que tous les participants ont eu le temps de se connecter. Je sais que pour certains, c'est un petit peu compliqué de rejoindre un lien Zoom. Voilà, on va voir de toute façon si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me le signaler. Et de toute façon, vous pouvez nous retrouver ensuite. Bonjour à tous du coup. Vous pouvez nous retrouver ensuite sur le groupe Flex for Imo sur Facebook si vous n'avez pas réussi à vous connecter. Bon, évidemment, je suis en train de vous dire ça, mais si vous n'avez pas réussi à vous connecter, vous ne m'entendez pas. Mais donc, toutes les vidéos sont retransmises sur le groupe Facebook Flex for Imo ainsi que sur la page YouTube de Flex for Imo. Donc voilà, si jamais vous voulez vous rattraper et revoir ce que vous n'avez peut-être pas vu, je vous propose de passer par là ou en tout cas de vous abonner au groupe Flex for Imo puisque là-bas, on vous y donne un conseil à peu près tous les jours. Donc, c'est toujours bon à prendre, hein, ma foi. Alors, on va commencer directement puisque aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse forcément les agences, c'est-à-dire qu'on va parler de la commercialisation des promotions immobilières. Alors, comme je le dis très, très souvent quand on fait un webinaire, l'objectif de ce webinaire, ce n'est pas forcément de faire de vous des marketeurs. Encore une fois, un marketeur, c'est un métier. Donc, moi, je vais essayer de vous expliquer comment vous pouvez mieux faire les choses, peut-être mieux contrôler les personnes qui s'occupent de la commercialisation de vos promotions. Maintenant, je ne vais pas pouvoir rentrer vraiment dans le détail de chaque élément parce que finalement, ce serait vous demander presque d'être marketeur, ce qui n'est pas vraiment aussi simple qu'on pourrait le croire. Bien qu'à l'heure des réseaux sociaux, tout le monde ait la sensation que c'est quelque chose que tout le monde sait faire, ce n'est pas forcément le cas. Mais aujourd'hui, on va vraiment essayer de voir au niveau des promotions immobilières, parce que je me rends bien compte que c'est une grosse difficulté au quotidien. On va voir donc la différence entre la commercialisation de l'existant et du neuf, les différentes étapes de la mise en vente d'une promotion, les budgets à prévoir, parce que c'est vraiment très important également de bien comprendre que quand on s'engage à commercialiser une promotion immobilière, on s'engage aussi à faire des dépenses. Ce que vous devez prévoir au niveau d'une commercialisation, en tout cas avant la commercialisation, et comment vous pouvez vous adresser au quotidien aux promoteurs, j'ai bien dit au quotidien, pour garder sa confiance, puisque votre objectif, j'imagine, si vous acceptez une promotion, c'est d'en avoir d'autres. Donc, pour en avoir d'autres, il y a plusieurs solutions. En tout cas, ce serait, selon moi, de vous montrer suffisamment compétent et de proposer ce type de programme qu'on va voir actuellement. Alors, la différenciation entre le neuf et l'existant, évidemment, si certains parmi vous sont hyper habitués à gérer du neuf, ce que je vais vous dire va peut-être pas vous sembler étonnant, évidemment, mais ça va peut-être vous aider à remettre en perspective justement cette différence. Et pour tous ceux qui en font très peu, parce que en tout cas, c'est ici essentiellement à ces personnes que je m'adresse vraiment ici aux agences qui n'ont pas d'agence marketing généralement, qui acceptent une fois de temps en temps une promotion immobilière et qui souvent font un peu n'importe quoi. Moi, au quotidien, je vois beaucoup ça. On a beaucoup des agences qui nous contactent parce que pour une fois, ils ont une promotion et ils ne savent pas du tout quoi en faire, pas du tout comment la gérer, pas du tout comment la mettre en valeur. Et donc, généralement, ils ne vendent rien. C'est logique, hein. Alors, bon, on va voir. La distinction essentielle, c'est que c'est souvent un lot. Bon, forcément. Donc, on va vous confier un lot. Et ce lot, vous allez devoir le gérer pendant un laps de temps qui est souvent beaucoup plus long, forcément. Et ce lot peut vous rapporter forcément un commissionnement très intéressant. Maintenant, ce que font la plupart des agences immobilières, c'est recevoir ce lot, vendre un peu ce qu'elles peuvent et puis basta, merci, au revoir. Évidemment, ce n'est pas ce que le promoteur attend de vous. Généralement, en plus, le promoteur, il arrive vers vous au moment où il lui reste des unités qu'il n'a pas encore vendues, puisque généralement, il commercialise déjà tout seul avec ses propres possibilités. Et ensuite, il revient vers vous au moment où il reste des unités qui sont difficiles à vendre, ou en tout cas plus difficiles que les autres à vendre.
Donc, ce lot, vous allez devoir le traiter différemment en fonction de ce qu'il reste comme unité, du moment où on vous contacte également. Hein. Si on vous contacte avant la commercialisation, c'est encore mieux, bien sûr. Mais donc, moi, l'objectif, c'est d'arriver à réellement terminer le travail et d'aller le plus loin possible dans la vente de ces lots qui vous sont confiés. Donc, pour ne pas vous griller, il y a vraiment une tactique à mettre en place. On ne peut pas étudier le cas d'une promotion immobilière comme on étudierait finalement le cas d'une maison unique parce que ça ne se traite pas du tout de la même façon. Alors, le deuxième élément, c'est qu'on va avoir affaire à un mix entre B2B et B2C. Alors, je m'explique. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le B2B, c'est quand on s'adresse business to business. Donc, c'est plutôt de l'agence vers un investisseur qui veut investir, alors que ce soit un investisseur professionnel ou un particulier qui souhaite investir, le discours sera sensiblement le même. Et de l'autre côté, on a vraiment le business to clients, donc le B2C, où on va s'adresser à des clients qui souhaitent acheter pour vivre dans ce bien. Donc, c'est en ça qu'il y a une difficulté au niveau et que je vois souvent qui n'est pas bien conçue, bien comprise. Il y a une différence de communication entre le client business to business et le client business to client. On ne s'adresse pas d'une même façon à un investisseur qui veut acheter pour faire un profit, au contraire d'un client qui veut acheter pour emménager dans un bien. Or, souvent, le tort de la communication autour d'un projet, c'est de communiquer de la même façon pour tout le projet. On ne s'adresse pas aux acquéreurs qui veulent y vivre. En général, ce que je vois, c'est qu'on s'adresse de la même façon aux acquéreurs qui veulent vivre dans le bien qu'aux acquéreurs qui veulent simplement investir. Or, ces deux publics ont besoin d'une communication complètement différente. Donc, il va falloir en fait envisager ça de deux façons, parce qu'en général, quand on vend un bien, on s'adresse de façon plus globale à un appartement, même si c'est pour un investissement, vous allez mettre en avant ses qualités, etc. Tandis que quand vous en avez parfois 150 à vendre, il va falloir essayer d'avoir plusieurs messages. Or, souvent, j'en vois qu'un seul. Alors, l'autre différence entre la promotion et le bien existant, c'est que ça va être une vente par étapes qui est assez complexe puisqu'elle démarre au départ sur plan la plupart du temps. Or, pour le client B2C, l'investissement sur plan est complexe. C'est quelque chose de très difficile puisqu'il a besoin de pouvoir se projeter dans un projet qui n'existe pas encore, voire souvent qui est un terrain vague. Donc, cette vente-là, les premières étapes sont particulièrement difficiles à négocier et doivent être très, très bien négociées. Ensuite, il va y avoir d'autres étapes. Donc, on ne prend pas une promotion comme on prend une commotion. De lapsus. On ne prend pas une promotion comme on va prendre un bien unique, puisque le bien unique, votre objectif, c'est de l'avoir vendu dans les 2-3 mois, hop, basta, merci. Une promotion, parfois, vous allez l'avoir 3 ans avant que les biens soient déjà érigés et construits. Donc, vous allez avoir un vrai parcours très, très long. Et pour conserver le promoteur durant toute cette durée, il va falloir produire un vrai travail et lui montrer quel est votre vrai travail. Sachant que si on vous confie par exemple 150 appartements, il y a moyen d'y gagner vraiment un bénéfice plutôt très intéressant. Donc, ça mérite le travail qui va avec la promotion. Ce n'est pas du tout inintéressant de vendre de la promotion. Simplement, il faut savoir à quoi on s'engage. Et souvent, je trouve qu'on ne le sait pas très bien. Alors, c'est un plus grand investissement sur un temps beaucoup plus long. Donc, pour bien vendre une promotion, vous allez devoir investir. En tout cas, ce serait normal que vous investissiez bien plus que pour un bien unique. Je m'explique. La plupart du temps, quand on me consulte pour une promotion difficile à vendre, on arrive et on me dit, alors voilà, il reste 40 apparts et on n'arrive pas à les vendre et j'ai un budget de 1 000 €. Moi, ça me laisse sans voix, généralement. J'ai un budget de 1 000 €.
Vous envisagez d'essayer de vendre peut-être 10 de ces 40 appartements, 20, 30, 40 peut-être, et vous avez un budget de 1 000 € pour leur commercialisation. Il faut oublier, si vous n'avez pas la possibilité, les épaules pour vous engager dans cette vente-là, ne vous y engagez pas, tout simplement parce que vous allez passer pour un nul. Je parle comme je parle, hein, nous sommes en webinaire, je me permets d'être moi-même totalement. Vous allez passer pour un incompétent en face de votre promoteur parce que, bien sûr qu'avec 1 000 €, vous n'allez pas vendre grand-chose. Vous n'aurez absolument rien à communiquer, absolument aucune arme pour avancer sur le marché. Donc, laissez tomber. Vous allez uniquement y gagner une décrédibilisation intéressante. Donc voilà, si vous vous engagez dans une promotion, il faut savoir que c'est un vrai investissement avec un vrai pactole à la fin. Hein. Ça, on ne le nie pas, mais ça vous demande un investissement sur le long terme qui va être quand même lourd pour vos épaules. Donc, en fonction des épaules que vous avez derrière vous, ne vous engagez pas à la légère. Laissez alors les promotions aux gens qui sont habitués aux promotions et qui ont le budget nécessaire pour. Alors, ça va vous demander en plus des connaissances approfondies. Il faut bien comprendre que le client, au moment où il s'adresse à vous, il arrive avec des grosses questions puisqu'on se lance complètement dans l'inconnu quand on achète un appartement sur plan ou une maison dans un ensemble de maisons sur plan. Ça demande quand même des connaissances en architecturales, des connaissances en construction qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde. Si vous n'avez pas ces connaissances-là, des connaissances donc, urbanistiques vraiment poussées, vous n'allez pas pouvoir répondre aux questions de votre client et donc pas pouvoir transformer la vente. Ce qui veut dire que, quelque part, encore une fois, vous offrirez un mauvais service à votre promoteur et, encore une fois, on obtient à la clé de la décrédibilisation une fois de plus. Donc, vraiment, ça demande des compétences, des connaissances, des moyens complètement différents. Se lancer dans la promotion n'a rien à voir avec se lancer dans la vente de l'existant. Ce n'est pas du tout le même métier et généralement, ce seront des spécialistes qui vont s'en charger. Mais bon, là, vous avez une promotion qui arrive et vous allez bien devoir gérer la chose. Donc, voyons voir un peu ce que nous allons faire. J'espère que quelqu'un va décrocher le téléphone au bureau. Alors, les étapes de la mise en vente d'une promotion. On va essayer de réfléchir ensemble aux différentes étapes. Alors, il y a vraiment des étapes logiques et efficaces pour vraiment mettre en vente une promotion. D'abord, bien sûr, votre job va être de convaincre le promoteur. Alors, convaincre le promoteur, c'est la première étape qui est un peu difficile et en fait, c'est pourtant assez évident. Qu'est-ce qui va convaincre le promoteur? Les services que vous allez lui offrir. Alors, arriver devant un promoteur et lui dire « je vends beaucoup de biens existants », etc., le promoteur, il s'en fout. Qu'est-ce que vous allez faire pour vendre son bien? En général, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une plaquette de présentation de vos services exclusivement tournée vers la promotion pour expliquer au promoteur ce que vous mettez en œuvre en règle générale pour vendre une promotion. Donc, bien sûr que vous ne pouvez pas dire à un promoteur, arriver devant votre promoteur avec votre brochure de service traditionnel parce que, encore une fois, ce n'est pas le même métier. Donc, vous avez d'abord une brochure qui présente vos propres services. Ensuite, on va avancer disons que le promoteur vous fait confiance et vous a confié le bien. Alors, OK, vous vous retrouvez forcément avec… alors, ça peut être une toute petite promotion, on va se vendre plus ou moins comme une vente traditionnelle, hein, un 4 biens. Bon, ben voilà, vous allez investir comme vous investissez dans un bien, mais fois 4 par exemple. Maintenant, plus la promotion est importante, plus l'investissement doit être important et surtout, en fonction du moment où on vous consulte, il va falloir que vous puissiez travailler autrement. Donc, la première chose, vous allez devoir étaper le processus. Donc, généralement, quand on nous confie une promotion à mettre en avant au niveau de la communication, ce qu'on va faire, c'est une ligne du temps. Alors, ça semble très basique, hein, mais une vraie ligne du temps avec les étapes, je vous conseille très précisément de prévoir
aucune des étapes ne sera respectée parce qu'on va vous dire que ce sera livré à telle date et ça ne le sera pas, etc., etc. Donc, prévoyez en tout cas que cette ligne du temps soit mobile et en tout cas possible à bouger. Donc, vous allez prévoir des étapes. Donc, une ligne du temps qui va envisager de communiquer différemment. Alors, en règle générale, nous, on conseille de commencer par un mailing à votre DB qui est en recherche de bien neuf. Pourquoi? Parce que forcément, eux, ils cherchent un bien neuf, ils s'attendent en règle générale à ce qu'un bien neuf ne soit pas sorti de terre dans la seconde. Donc, en tout cas, sur votre ligne du temps, vous allez placer plusieurs dates de mailing. Alors, évidemment, vous allez avoir au départ ceux qui s'intéressent au bien neuf, les investisseurs. Et puis, petit à petit, vous allez comme ça placer des mailings. Quand le bien n'est pas loin d'être sorti, vous pouvez déjà prévoir un mailing qui va annoncer que le bien est prêt. Donc là, aux acquéreurs traditionnels, puisque le bien est prêt, vous pouvez vous adresser aux acquéreurs professionnels. Mais donc, on va placer un certain nombre de mailings sur la ligne du temps qui s'adresseront aux acquéreurs potentiels en fonction de leur type de profil. Et on verra plus tard qu'il faut justement établir des profils différents. Donc, les gens vont du coup réagir à vos mailings. Et en fonction de leur réaction, vous allez les segmenter. Donc, nous, on travaille toujours des DB par segment. Donc, à partir du DB base de données. Parfois, j'oublie, je vois que quelqu'un me pose la question. Une DB, c'est une base de données. Donc, vous allez, généralement, nous, on va segmenter comme ça les résultats de chaque mailing. Il y a les gens qui ont ouvert et qui n'ont pas cliqué, les gens qui n'ont pas ouvert, les gens qui ont ouvert, cliqué et demandé une information. On va traiter chaque morceau, donc chaque segment de cette base de données différemment. Alors, il y a ceux qui vont réagir à un message plus investissement, ceux qui vont réagir à un message plus familial, plus investir dans le bien de votre vie, etc. Donc, on va vraiment cibler les gens en fonction de ça. Donc, un mailing, ça demande vraiment un vrai suivi et également vraiment une segmentation qui va entraîner des réactions dans le temps. En règle générale, la personne qui a ouvert le mail en fonction de l'intitulé a eu une réaction. Ça veut dire que vous pouvez continuer à lui envoyer un certain type de mail jusqu'à la pousser à cliquer à un moment ou à un autre. Celle qui a cliqué montre un intérêt manifeste. Donc, vous allez la suivre avec des nouvelles du projet plus régulières. En fonction des réactions de chaque personne, vous allez lui envoyer un type de contenu complètement différent. Alors, il va falloir aussi sur votre ligne du temps placer vos publications sur les portails immobiliers et donc pas tout en même temps. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas brûler vos biens, donc brûler vos biens, les rendre lassants finalement. Parce que si les gens ont la sensation que le projet est en attente depuis très très longtemps, ça va les rendre moins pressés de réagir en fait. Donc, l'idée, c'est de publier sur les portails immobiliers en fonction de l'avancée du projet et de l'annoncer différemment. On peut aussi envisager, donc, même si en principe on ne peut pas, de republier, mais tout le monde le fait, hein, de republier le bien en bien neuf à un moment précis. Il y a aussi plusieurs façons de publier vos biens, que ce soit en tant que projet entier ou en tant qu'élément divers. Donc, il va falloir réfléchir parce que la plupart du temps, ce que je vois que les agences font, c'est elles balancent tout en même temps sur tous les portails, en projet et en élément unique, alors que vous pourriez très bien envisager de ne mettre qu'à un moment le projet, puis à un autre moment les unités. Vous pouvez franchement étaler la possibilité de découverte. Parce que c'est ça qui est important, c'est chaque fois qu'un bien est nouveau, il a une nouvelle possibilité d'être découvert. Donc ça aussi, c'est à mettre sur votre ligne du temps en fonction de l'avancée du projet. Alors, vous allez aussi devoir prévoir des portes ouvertes sur chantier. Et même quand il n'y a encore rien de construit. En général, le promoteur vous met à disposition une caravane ou, comme on dit sur Liège, une bawette. Un endroit, en tout cas, où vous allez pouvoir recevoir le public. C'est vraiment très, très important. Encore une fois, ça va passer par mailing, communication sur vos réseaux sociaux. Vraiment, on va essayer d'expliquer aux gens ce qu'ils vont découvrir lors des portes ouvertes.
Alors, les portes ouvertes, ça va demander aussi un investissement, ne serait-ce qu'en catering. C'est con, mais on va le voir plus loin. Donc, des portes ouvertes, ça va être un élément à placer plusieurs fois. Évidemment, si votre projet il dure 3 ans, vous n'allez pas faire une fois des portes ouvertes. Vous allez faire plusieurs portes ouvertes. Mais aussi des journées d'inauguration. Nous, on conseille, par exemple, le jour où on commence à creuser le trou, on peut faire une inauguration. Le jour où les bâtiments sortent vraiment de terre, on peut faire une inauguration, etc., etc. Donc, plusieurs journées d'inauguration, encore une fois, où vous allez donner une nouvelle information à votre base de données, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur vos mailings. Alors, quand vous avez fait tout ça, normalement, vous avez obtenu un résultat, mais il y a les dernières unités. Les dernières unités, c'est la grosse difficulté. Or, malheureusement, c'est là-dessus que le promoteur fait ses résultats principaux. Donc, si vous n'avez pas obtenu la vente des dernières unités, le boulot, il n'est pas encore fait pour le promoteur. Donc, là, c'est le moment où, en plus de la communication traditionnelle autour de votre promotion, vous allez négocier avec le promoteur, ou en tout cas, même c'est à prévoir en amont, hein, des actions finales. Alors, ça peut être cuisine offerte, ça peut être, des fois, vous savez, il y a des trucs qui marchent, genre un barbecue offert, je vous jure. On peut avoir je ne sais pas moi, un cadeau ou une réduction ou un parking offert. Enfin voilà, vous avez un peu l'idée, mais c'est le moment où vous allez annoncer une promotion pour les dernières unités. Et enfin, bien sûr, quand vous avez vendu 100% d'une promotion, vous allez l'annoncer partout parce que, en tout cas, à votre base de données de promoteurs pour annoncer, voilà, on est très heureux de vous annoncer que telle promotion a atteint tous ses objectifs et qu'on a pu, grâce à toutes nos étapes et grâce à notre bonne communication, on a pu aboutir à un résultat. Alors, les budgets qu'il faut prévoir. Comme à chaque fois, comme je vous le dis juste avant, hein, je ne comprends pas qu'on puisse s'engager auprès d'un promoteur à vendre 80 lots sans avoir prévu de budget. Je trouve ça sidérant. Arriver avec un plan on me demande parfois un plan de com sur 2 ans avec 2000 euros. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 2000 euros sur 2 ans, par exemple? C'est impossible, impossible. Vous voulez vous engager à faire de la promotion immobilière. Si vous avez une négociation basse et que vous allez négocier 2% par bien, là, j'y suis pour rien. Faites pas de com, n'en vendez que 3 et puis espérez que le promoteur vous recontactera quand même. Mais il faut vous dire que normalement, si vous êtes un bon vendeur, si vous avez bien vendu vos services à l'origine au promoteur, il sait que vos services ont un prix, que vous allez devoir investir à ses côtés et que donc, votre travail mérite un pourcentage intéressant. Donc, normalement, votre plaquette de présentation spécialisée promoteur devrait justifier le prix de vos services. C'est la première chose. Alors, si vous ne pouvez pas investir, ne vous engagez pas, honnêtement, encore une fois, je me répète, mais vous allez juste attraper une vilaine réputation auprès des promoteurs de personnes qui ne savent pas vendre. En plus, sur votre site web, sur vos réseaux sociaux, on va vous voir traîner la patte pendant 53 ans avec une pauvre promotion que vous n'arrivez pas à vendre. Ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, ça, je pense que le message est passé. Donc, une fois que vous avez justifié le coût finalement de votre investissement, vous allez aussi pouvoir négocier un partage de cette communication avec votre promoteur. Il y a beaucoup de promoteurs qui sont tout à fait OK pour, sur un plan de com qu'on propose, qui est bien établi, où on explique ce qu'on va faire de A à Z, quel investissement il faut prévoir. L'agent immobilier, il peut arriver en disant voilà le plan de com que je propose, voilà ce qu'il coûte, voilà ce que moi je peux espérer tirer de la promotion. Vous vous rendez bien compte que l'investissement est trop élevé pour moi. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut splitter les dépenses en sponsorisation? Et c'est très régulier finalement que des investisseurs soient tout à fait partants pour ça. Alors, les budgets à prévoir, bon, forcément, alors, au niveau là, de la commercialisation, vous devez avoir au minimum une plaquette de présentation de votre promotion. Une plaquette de présentation que vous remettrez aux gens qui viennent, une plaquette qui est téléchargeable,
Donc, ça doit être une plaquette complète. Généralement, le promoteur vous fournit les 3D qui vont vous permettre d'évoquer le projet, parce que tant qu'il n'est pas sorti de terre, sans 3D, vous n'êtes pas non plus des magiciens. Hein. On ne sait pas communiquer sur quelque chose d'inexistant si au moins il n'est pas projeté dans le futur. Donc, une plaquette de présentation complète. Si votre promoteur n'a pas prévu cette plaquette, prévoyez-la. Et de toute façon, si même le promoteur a une plaquette de présentation, je vous conseille vivement d'en refaire une à vos couleurs, puisque profitez quand même de la promotion pour faire votre propre promotion, en fait, et laisser une trace un peu partout, justement avec votre logo, vos images, etc. Il faut vraiment qu'on comprenne qui vous êtes. C'est une pub pour la promotion, mais c'est aussi une pub pour votre groupe, votre agence, vous en tant qu'agent. Donc, votre plaquette de présentation doit être multidirectionnelle, en fait. Il vous faut également une vidéo de présentation. Alors, en règle générale, je conseille d'en avoir à 2 étapes. Une vidéo de présentation sur plan 3D, donc qui va être un peu virtuelle, en fait. Hein. Donc, qui va essayer de mettre en avant les avantages du projet. Avec ça, vous irez d'abord surtout chercher des investisseurs, hein, parce que une famille qui a envie de s'engager pour avoir un bien qu'elle va avoir dans 3 ans, c'est quand même plus rare. Donc voilà, votre vidéo de présentation va souvent avoir plus d'arguments. La première vidéo de présentation va souvent avoir plus d'arguments finalement financiers, mais aussi de situations de géolocalisation, puisque de toute façon, vous devez aussi vous adresser l'investisseur. À un moment, il devra louer son bien. Et pour pouvoir le louer, il y aura besoin d'arguments de location. Donc, vous devez aussi prévoir ces arguments-là. Ensuite, vous devrez prévoir, selon moi, une vidéo de présentation plus aboutie quand le bien sort de terre. Alors souvent, nous, on envisage de faire une vidéo sur le long terme. Par exemple, on vient filmer à plusieurs étapes du projet pour montrer comment, par exemple en time-lapse. Hein, donc, time-lapse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est… on vient poser un outil, enfin une caméra spéciale qui va prendre des visuels réguliers du chantier et on va voir comme ça dans une vidéo très très rapide le chantier qui monte. Donc, en tout cas, avoir une vidéo de présentation qui va montrer que le projet est construit jusqu'à ce qu'il soit construit finalement, c'est pas mal aussi. Ça va vous permettre de raconter une histoire et d'attirer l'attention et donc de vendre vos dernières unités. Donc, c'est quelque chose à prévoir en amont forcément, parce que si vous voulez une vidéo qui montre l'histoire de la construction, il ne faut pas y penser à la fin, par définition. Alors, on conseille aussi, nous, de notre côté, d'aller régulièrement sur le chantier pour montrer l'avancée du chantier. Pour ça, ce sont des shootings, ce sont quelques plans par drone, parce que, l'air de rien, ça rend, encore une fois, le projet tout à coup plus réel. C'est la grosse difficulté de la promotion, c'est de faire comprendre aux gens que le projet va sortir pour de vrai. Donc, c'est vraiment aller faire des prises de vue, même ne serait-ce que des camions qui sont en train de virer la terre, peu importe. Ça rend le projet plus réel. Et c'est aussi du contenu que vous allez fabriquer pour vos newsletters, pour tenir les gens informés. Tous ceux qui ont ouvert votre newsletter parlant du projet, vous devez leur envoyer des nouvelles de temps en temps et chaque fois, ils vont dire « Ah tiens, ça avance. » En effet, « Ah tiens, je vais peut-être du coup commencer à m'y intéresser. » Ceux qui n'ont fait qu'envisager potentiellement de s'y intéresser parce que c'est trop loin vont commencer à s'y intéresser encore plus à partir du moment où vous aurez commencé finalement à communiquer sur l'avancée du projet. Alors, la communication sur les réseaux sociaux. Et là, souvent, les gens tombent des nues parce que quand on me dit j'ai un budget de 1 000 € pour 20 appartements, pour une promotion, en fonction de sa taille, on compte une moyenne de 20 à 150 € par jour d'achat. Voilà. Voilà. Je vous laisse digérer un peu l'information. Donc oui, il y a des promotions sur lesquelles des clients mettent 3 000 € par mois d'achat. Et on parle bien entendu de projets à 150 appartements. Et dans ce cas-là, je vous assure que les appartements se vendent. Donc, un 20 € par jour, ça va être plutôt pour une petite promotion de 10-20 appartements. Mais ça va être essentiel. Sans ça, alors je parle communication réseaux sociaux, mais aussi Google Ads, puisque bien sûr, votre promotion doit être trouvable sur les termes de recherche qui lui correspondent.
Alors, on va voir aussi au niveau des budgets. Ah oui, je ne vous ai pas parlé des budgets pour la plaquette de présentation. Bon, en fait, tout dépend de l'entreprise avec laquelle vous collaborez. Ça dépend du graphiste, ça dépend de sa rapidité, ça dépend de la qualité que vous voulez, etc., etc. Pour les vidéos, c'est la même chose. En gros, vous pouvez faire appel à des entreprises qui font des vidéos de présentation. Ou bien des entreprises spécialisées dans l'immobilier comme Servisco. Enfin voilà, donc ça va un petit peu vraiment dépendre de à qui vous vous adressez pour faire une vidéo. Alors, les mailings, généralement, moi, je conseille d'en avoir au minimum 4. Donc, l'annonce du projet, le début des travaux, les portes ouvertes et l'inauguration. Alors, moi, j'en ajoute pour chaque événement. Donc, si on a plusieurs portes ouvertes, c'est plusieurs mailings, etc. Alors, c'est évident que vous pouvez vous servir de votre logiciel immobilier. Mais votre logiciel immobilier, souvent, a l'avantage que ce soit gratuit, mais le suivi est rarement idéal. Alors, autant j'adore certains logiciels immobiliers, autant au niveau du suivi pour la segmentation derrière, ce n'est pas prévu pour. C'est pour ça que c'est gratuit. Tout ce qui est gratuit vaut ce que ça vaut, forcément. Donc, moi, je conseille clairement Mailchimp. Pourquoi? Parce que vous allez ensuite pouvoir segmenter en fonction des résultats obtenus. Et Mailchimp est assez cher en fonction de la taille de votre base de données. Maintenant, par exemple, on a plein de clients qui passent par nous parce que forcément, nous, on achète en gros, puisqu'on fait des mailings pour des projets nationaux, du genre on fait les mailings, je ne pense pas que ce soit top secret, de Galerie Inno. Donc, c'est des envois à 400 000 personnes. Donc, on achète une grande masse, nous, de possibilités de mailing et du coup, ça fait baisser le coût. Bien sûr, si vous le faites en direct chez vous, ça peut vite monter parce que le coût d'un mail dans Mailchimp finit par assez vite monter dans la note et il faut bien choisir aussi votre plan. Donc, voyez ce qui est le plus efficace, mais en tout cas, dans Mailchimp, vous savez qui a ouvert, qui a cliqué sur quoi, à quelle heure, qui s'est désabonné précisément. Donc, vous avez chaque fois l'adresse de la personne qui a réagi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le webinaire sur YouTube ou dans Flex for Immo où on parlait des newsletters pour l'immobilier. Alors, donc, le coût des mailings peut varier en fonction de la taille de votre base de données. Ça peut vite monter, évidemment. Alors, les publications sur les portails immobiliers, ça dépendra évidemment de votre négociation avec chacun des portails et du nombre de biens que vous postez en fonction de votre abonnement. Alors, le coût des portes ouvertes, vous allez être obligé, souvent, la caravane de chantier est mise à disposition par le promoteur, en tout cas, je vous le souhaite, mais vous devez envisager quand même de prévoir un truc un peu accueillant, alors ne serait-ce que tapis rouge, des bâches de protection, du catering, parce que vous devez quand même offrir un verre aux gens qui viennent, etc. Donc, ce coût, normalement, vous l'assumez ou vous l'assumez en partie avec le promoteur. Ce qu'on conseille en règle générale au niveau des portes ouvertes, c'est de les mettre bien en avant, d'acheter le matériel une fois pour toutes vos prochaines portes ouvertes, donc d'utiliser toujours votre même tapis rouge, d'avoir quelques manches debout, etc. Une fois que vous les avez, vous les réutilisez sur le long terme. Donc, si vous faites aussi des photos régulières de vos portes ouvertes, ça va inciter les gens à venir aux prochaines portes ouvertes. Si vous envoyez un mail avec des portes ouvertes qui ont l'air sympas, avec des photos de vos anciennes portes ouvertes et qu'elles ont l'air sympas, ça va inciter les gens à se déplacer à vos portes ouvertes. Donc, encore une fois, c'est créer du contenu en envisageant le prochain contenu. C'est un peu la difficulté majeure que les gens ne prévoient pas, en fait. Alors, tout ce qui est panneaux, vous allez devoir envisager tous les panneaux, tous les espaces publicitaires disponibles. Alors, on propose aussi, on suggère souvent d'utiliser des panneaux LED qui ont un coût, évidemment, c'est souvent dans les 500 ou 600 € par semaine, mais il y a encore des solutions. Donc, vous mettez un écran LED dans la région, etc., qui se déplace un petit peu et qui parle du projet. Ça peut être très efficace. Les panneaux, vous êtes forcément obligé d'en mettre et plus vous en mettrez, plus vous aurez de résultats.
Le print, vous allez pouvoir envisager également un mailing postal, donc envoyé dans toute la commune. Là, ça commence à super bien chiffrer, évidemment, un mailing postal en fonction de la zone que vous chiffrez. Mais il y a du retour et souvent, vous allez envoyer un mailing, par exemple, dernièrement, nous, on a fait un 4 pages. Il y avait 2 pages qui parlaient de la promotion et 2 pages qui parlaient de l'agence. Donc, vous allez profiter de cet envoi à peut-être 15-16 000 personnes, 15-16 000 adresses pour faire à la fois la pub pour votre agence, bien sûr, parce que sinon, c'est un investissement un peu élevé. Et donc, forcément, vous allez prévoir aussi des reportages photos une fois que le bien est fini, pendant sa construction, etc. Donc, c'est quelque chose à envisager également dans votre plan, dans votre plan marketing. Donc là, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce que vous allez devoir dépenser pour une promotion. Je regarde si j'ai d'autres questions. Oui, alors Instagram, c'est marrant parce que Instagram revient à chaque webinaire. Instagram, c'est très très bien en immobilier. Vous pouvez aller regarder les webinaires sur ce sujet, mais votre public acquéreur n'est pas encore forcément là. Donc, utiliser un temps démesuré sur Instagram, non, pour le moment. Votre public est à créer, en effet, sur Instagram, parce que, voilà, maintenant, jusque 35 ans, il y a des gens, donc des primo-acquéreurs, etc. Ça va être très bien pour de l'existant, pour des constructions neuves. Les investisseurs, moi, j'irais beaucoup, beaucoup sur LinkedIn. Bizarrement, c'est un réseau que les agences utilisent très, très peu. Or, les sponsorisations LinkedIn fonctionnent extrêmement bien. Donc, les promotions en investissement, c'est très, très bien pour LinkedIn. Alors, pour le message familial, là, vous pouvez le diffuser sur Facebook avec une projection sur Instagram en même temps, puisque c'est quand même la même boîte. Mais vous pouvez aussi envisager Pinterest quand vous me demandez les réseaux qu'il faut utiliser. Pinterest, c'est encore un nouveau bébé où vous pouvez encore aller jouer pour pas cher pendant que d'autres ne le savent pas encore. Il n'y a encore aucune agence qui accepte dans mes clients d'aller sur Pinterest, alors que vraiment, c'est un conseil. Le premier est toujours celui qui a raison. Donc, voilà, maintenant, c'est vrai que c'est encore une fois un nouvel outil qui est compliqué. Mais oui, bien sûr, moi, je mettrai les promotions sur Pinterest et j'investirai sur Pinterest d'une certaine façon très précise où finalement la concurrence est bien moins élevée, bien moins rude que sur Instagram qui a le pire algorithme du monde. Donc, payer en sponsorisation sur Instagram pour vos promotions, oui, mais ne dépensez pas une fortune. De toute façon, le résultat sera quand même moindre. J'ai encore jamais vu vraiment un résultat de folie sur Instagram, même au niveau des swipe up pour ceux qui en ont, ou des collaborations influenceurs, pardon. J'en perds mes mots. Alors, au niveau de la commercialisation, donc d'avant la commercialisation, je vois que je ne bouge plus. Ah, j'espère que je suis revenue. Donc, ce que vous devez prévoir avant la commercialisation. C'est vraiment très, très important d'essayer de faire comprendre aux promoteurs, et ça, c'est un message que vous devriez peut-être véhiculer par vidéo, par newsletter à vos promoteurs, c'est qu'ils devraient vous consulter finalement en amont du projet. Souvent, vous connaissez bien une zone. Je viens encore d'avoir récemment le cas d'une promotion qui a été faite par un promoteur qui ne connaît pas du tout la région et qui est allé mettre des appartements qui sont complètement hors budget pour la zone où ils sont mis. Et donc, on peut développer un plan de com fabuleux si le projet est mal étudié à la base. Ça va pas être miraculeux. Et si vous étiez consulté à l'origine, peut-être que ce type d'erreur ne serait pas monnaie courante. Donc, ce que je conseille aussi dans ce cas-là, c'est sachez refuser une promotion que vous savez que vous ne vendrez pas. Encore une fois, c'est le conseil que je dis chaque fois. Je sais qu'il y a des agents qui ont très peu de biens
et qui vont me dire, bah oui, mais je ne peux pas me permettre de refuser, oui, bien d'un coup, oui, mais oui, bien d'un coup, tu vas investir et où tu vas en vendre un et où finalement le promoteur va considérer que tu es nul, bah, je ne sais pas si c'est vraiment efficace. Les gens vont voir tes panneaux, ton logo tout le temps sur ce bien qui ne se vend pas, qui a peut-être une mauvaise réputation. Ils vont associer aussi ton agence avec ce prix démesuré. Donc, ça donne aussi une mauvaise réputation à l'agence de mettre son panneau sur une promotion qui est mal étudiée, qui est mal pensée dès le départ. Donc, essayez de convaincre les promoteurs que vous consultez trop tard, c'est embêtant. Ben, ce n'est pas plus mal. Et en fait, je pense qu'ils ne peuvent que vous en remercier à la base, puisque ben, finalement, c'est vous les experts de votre zone. Et savoir dire à un promoteur avant de te lancer dans un projet, c'est peut-être qu'on se rencontre, qu'on se croise, ça vous positionnera aussi en bon conseiller. Alors, avant de vous lancer encore une fois dans la promotion, étudiez le projet à fond. C'est-à-dire que généralement, quand je reçois un agent qui veut des conseils pour une promotion, eh ben, il va me dire, je vais lui demander, bon, bah, explique-moi le projet, ses avantages, ses inconvénients, est-ce qu'il a des concurrents similaires et bah, souvent, ça n'a pas encore été réfléchi. Or, vous devriez y avoir réfléchi avant de vous lancer dans la promotion de ce bien, par définition. Donc, vraiment, faites une étude SWOT donc, sur les forces, les faiblesses, la concurrence, ce qui va arriver, faire une vraie étude de marché, en fait. C'est quand même bien et puis ça vous permettra de mieux orienter votre communication aussi. Et faire une étude de persona. Alors, les personas, pour ceux qui ne font pas de marketing, c'est quoi ce sont en fait les types de publics. Alors, on leur donne souvent un nom. Hein, on va dire, on va avoir Marie et Karim qui cherchent leur premier appartement avec leur bébé. Ils ont un budget d'autant et on va les trouver sur tel et tel réseau. On va avoir Monique qui a 75 ans, qui est veuve, qui veut revendre sa grosse maison pour aller dans un appartement tout de plein pied. Enfin, voilà, ça c'est l'étude typique de persona. Et donc, on va trouver tel public à tel endroit, etc. Faire une étude de persona, c'est très important parce que forcément, vous n'allez pas vous adresser de la même façon à chacun de vos publics. Et c'est encore une fois l'erreur que font la plupart des gens, c'est j'ai une promotion, je vais transmettre un seul message. Or, c'est une erreur. Il n'y a rien à faire. Bien sûr que Monique, vous n'allez pas aller la chercher de la même façon que vous allez chercher Marie et Karim. Et c'est évident. Et pourtant, ils se retrouveront tous à vivre au même endroit, mais vous ne pouvez pas aller les chercher de la même façon. Alors, vous allez devoir faire forcément en fonction de ça une campagne pour les particuliers. Alors, on va plutôt aller chercher le particulier sur Facebook. Dans un premier temps, hein, je ne cherche pas à dire que vous n'allez pas sur Instagram ou pas sur Pinterest. Ça dépend des budgets que vous avez, évidemment. Donc, vous allez aller sur Facebook en premier parce que les particuliers qui cherchent un bien, y sont encore. Et vous allez écrire un message qui est tourné vers le particulier en fonction du bien. Si c'est un bien en plein centre-ville, vous allez mettre en avant, vous savez bien que quelqu'un qui va aller vivre dans un bien en centre-ville, c'est un amoureux de la ville. Ce ne sera pas quelqu'un qui a envie vraiment de jardin, etc. Donc, ne vous adressez même pas aux gens. Ça ne sert à rien de leur mettre en avant. Vous avez un petit jardin ou un truc comme ça. Ce qui va être important de leur mettre en avant, c'est le fait qu'ils vont vivre en ville, dans l'ambiance de la ville, avec le silence dans leur appartement quand même, enfin, tout ce que cherche un citadin. Et si vous vous adressez si c'est une promotion qui est dans le trou perdu de l'univers, ben vous allez vous adresser aux gens qui ont envie de vivre dans un trou perdu de l'univers, forcément. Et donc, on va créer des types de campagnes différents en fonction du public auquel on s'adresse. Alors, votre campagne pour les investisseurs, elle ne va parler que d'une chose, c'est un message financier. Alors, j'ai encore vu récemment, enfin, c'est vraiment important de bien faire la différence entre ça. On ne s'adresse pas aux investisseurs en parlant de sentiments, etc. L'investisseur, il s'en fout, il veut son rendement.
Mais par contre, on ne s'adresse pas au particulier en lui parlant de rendement. Le rendement, le gars qui veut s'acheter un appartement qui sera sa petite garçonnière parce qu'il veut vivre toute sa vie en célibataire, etc. Vendez-lui cette vie-là. Ne lui vendez pas le pourcentage que ça pourra lui rapporter plus tard. En soi, il s'en fout dans un premier temps. Donc, comme par exemple, quand on s'adresse aux particuliers, on ne parle pas d'un produit. Le bien que vous vendez, le particulier, il le voit comme l'endroit où il va vivre. Il s'en fout de savoir que c'est un produit. Il veut surtout pas le voir comme un produit. Donc, attention, le particulier, on ne lui vend pas un produit. On lui vend sa maison, l'endroit où il va vivre, l'endroit où il va être heureux. Donc, on lui vend un message de bonheur, de projection dans l'avenir. L'investisseur, lui, on lui vend un produit, parce que lui, c'est ce qu'il veut, c'est un produit avec un résultat. Et lui, on va parler plutôt sur Facebook et LinkedIn. Sur LinkedIn surtout, hein, puisque c'est sur LinkedIn que vous aurez le public le plus fortuné. C'est prouvé, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Donc, vous trouverez votre public le plus fortuné sur LinkedIn et vous allez plus là axer vraiment le message sur quelque chose d'assez froid finalement, tandis que le particulier, il n'a pas envie de froideur. Alors, pensez aussi, ça c'est vraiment très important, vous ne pouvez pas avoir des campagnes qui tournent et qui ramènent vers votre site web vaguement. Vous devez avoir une landing page adaptée au projet que vous présentez, sur lequel on doit avoir des call to action qui sont vraiment bien pensés. Et normalement, ces call to action vont changer en fonction des étapes où vous êtes dans votre projet. À un moment, le bien commence à sortir de terre. Découvrez les dernières photos. Pour voir les dernières photos, découvrez-les ici. Et il faut rentrer son adresse mail ou, enfin bref, il faut en tout cas donner une information pour en recevoir une autre. On va essayer au maximum sur cette landing page de susciter des réactions, plein de réactions, d'entraîner les gens à vraiment aller voir plus loin dans votre bien, etc. Et aussi, on va leur proposer forcément des biens similaires, des promotions similaires, puisque vous voulez en convertir dans un sens ou dans l'autre, dans l'une ou l'autre de vos promotions. Mais donc, ne pas avoir de landing page adaptée, ça ne sert à rien de faire de la communication à propos d'un bien si votre landing page n'est pas super bien étudiée. Je suis encore allée récemment sur des sites où il y a des promotions et par exemple, je clique sur la vidéo, c'est le gros truc de l'accueil et la vidéo ne va pas. Ou bien, je vais avoir des solutions comme ça. C'est absolument important que vos outils fonctionnent. S'il y a un bouton de téléchargement pour télécharger les plans, il faut que ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne va pas. Ça donne un gage de peu de sérieux finalement. Alors, vous devez aussi ensuite segmenter vos DB en fonction des messages. Donc, on adapte le message en fonction des réactions, en fonction aussi du type de public. Comme je vous le dis, n'envoyez pas un gros message avec faites 2,8% de rendement aux gens qui veulent acheter pour leur famille, par exemple. Ça vraiment, c'est inefficace. Vous allez alors vous adresser en fonction, comme je l'ai dit, en fonction du public, avec un message très précis. Alors, refuser les dernières unités, c'est pas que, je vous dis pas à la fin du projet, envoyer balader le promoteur. Non, je dis juste que faut pas non plus être vous n'êtes pas les couillons de la farce. Quand un promoteur vient vous voir parce qu'il avait 50 unités et qu'il en reste 4 et qu'il vient vous les confier, dites non. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Pourquoi? Parce que vous allez investir une fortune pour des biens que vous n'êtes vraiment pas certain de vendre. Parce que tout simplement, c'est parfaitement logique, hein. C'est les plus durs. Le promoteur n'a pas réussi à les vendre. S'il en reste que quelques-unes, souvent, il a peut-être même déjà eu une agence avant vous qui n'a pas réussi à les vendre. Donc, laissez tomber. Vous allez devoir investir tout ce que vous allez gagner. Ou alors, voyez-le comme ça, voyez-le comme un investissement, mais comme un investissement dans finalement votre renommée, on va dire. Mais souvent, ça craint plus qu'autre chose d'accepter les dernières unités qui sont les plus chères à vendre et celles qui partent le moins vite. Donc, en plus, après, le promoteur va vous dire que vous êtes incompétent. Soyons clairs.
Alors, l'idéal aussi, selon moi, c'est d'avoir 2 brochures pour 2 publics. On ne donne pas la même brochure à un investisseur qu'à un particulier qui veut vivre dans ce bien pour toute sa vie et qui veut qu'on lui parle. En fait, il veut qu'on lui raconte la vie qu'il aura demain là-bas. Et l'investisseur, il veut qu'on lui raconte la vie qu'il aura demain grâce à ce bien. Alors, comment parler au promoteur afin de conserver sa confiance? C'est con, hein, ce que je vous dis. Moi, ça me paraît évident, mais pour certains parmi vous, ça va vous paraître évident. Mais le promoteur, c'est supposé être un partenaire. C'est pas déjà, de toute façon, pour moi, un vendeur, quel qu'il soit, même s'il ne vous vend, même s'il ne vous confie qu'une seule maison, mérite un certain service au niveau vraiment du feedback. Mais le promoteur, 1000 fois plus. Donc, pour moi, un promoteur doit recevoir toutes vos statistiques de façon régulière pour pouvoir voir que le travail est fait. Il doit aussi savoir ce que vous avez eu comme contact, qu'est-ce que les contacts ont dit, ce que vous avez comme idée. Pour moi, un promoteur attend de vous que vous soyez créatif, que vous proposiez des solutions pour vendre son bien et que vous soyez en contact avec lui de façon régulière. C'est la moindre des choses. Quelqu'un qui vous confie 40 appartements, il attend de vous un vrai retour. Donc, pour ça, il y a les outils de statistiques qui sont quand même, pour moi, vraiment nécessaires. Les outils de statistiques sur vos réseaux sociaux, sur Google, sur votre site web aussi, donc Analytics. C'est vraiment très, très important de pouvoir montrer ce que vous faites et par moment de changer de fusil d'épaule. On va voir, par exemple, là, on lance des campagnes sur LinkedIn. Généralement, nous, on lance 10 visuels différents. On va montrer au promoteur les 10 visuels. On va lui dire, voilà ce qu'on va faire avec ces 10 visuels. Et de jour en jour, le premier jour, on va voir que certains visuels se démarquent. Là, je parle par exemple de LinkedIn. Hein. Certains, ça marche aussi pour Facebook. On va voir que certains visuels se démarquent. On va lui dire, écoute, voilà, on va retirer ces visuels-là, on va laisser tourner ceux-là. Et puis, petit à petit, on va affiner comme ça. Et quand on lui montre régulièrement qu'on affine, il se rend compte qu'il y a un vrai travail derrière et que ce travail, c'est ça qui fait votre valeur. Donc, vraiment, pour moi, un promoteur doit avoir des nouvelles au quotidien ou presque de votre travail et pouvoir avoir un accès à cette vision donner un simple accès finalement, un accès propriétaire comme vous avez plus traditionnellement pour les biens uniques qui est souvent lié finalement à Wise, ou à Omnicasa, etc. Voilà, ça n'a pas un grand intérêt pour un promoteur. Vous allez juste voir quelques appels, le mailing, etc. Bon, donc pour moi, vous devez pouvoir envoyer des reportings, par exemple, hebdomadaires à votre promoteur avec une photographie vraiment de là où le bien en est dans sa communication. Et ça, c'est ça qui va vous différencier finalement d'un agent immobilier qui ne connaît rien à la promotion et qui en fait se contente d'aller foutre, pardon, hein, mais des panneaux sur le bien et d'attendre en espérant, en croisant les doigts espérons que ça va se vendre. Donc voilà. Le message général, c'est que accepter de faire une promotion, c'est une responsabilité, qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui le font très très bien. Si on vous propose une promotion, moi honnêtement, quand une toute jeune agence qui a 5-6 biens solo me dit j'ai une promotion, j'ai plus envie de lui dire écoute, je te conseille vivement de l'apporter comme affaire à des gens qui sont spécialisés dans le truc, ou alors tu envisages de te spécialiser dans le truc, mais il faut apprendre. Donc, c'est vraiment, vraiment un métier à part de l'immobilier. C'est un métier à part au niveau des agences. Donc, sachez quand même que les gens savent vous remercier, évidemment. C'est un deal d'apporter une promotion à un spécialiste en promotion, mais je pense qu'un promoteur sera plus vite satisfait d'avoir eu ce bon conseil que d'avoir quelqu'un qui va très, très mal gérer une promotion dans laquelle il a investi une fortune, évidemment. Donc voilà, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. La prochaine fois, je rentrerai plus en détail sur Pinterest et comment vous pouvez mettre en avant une agence immobilière sur Pinterest. Je sais que dernièrement, beaucoup de gens sont revenus vers moi de nouveau avec des questions sur Instagram et en effet, c'est le moment de commencer à vraiment bien travailler Instagram, mais il y a une façon de faire
et souvent je vois qu'on est complètement à côté de la plaque. Donc ça aussi, j'essaierai d'aller plus loin, mais vraiment, vraiment Instagram, c'est encore une fois un métier. Ici, on a des gens qui font que de l'Instagram pour étudier l'algorithme, etc. Donc, bon, c'est chaud de se lancer sur Instagram. Ne perdez pas de temps si c'est pour n'avoir aucun résultat. C'est vraiment important de bien le comprendre puisque c'est vraiment un outil qui fonctionne d'une façon très particulière. Sinon, petit tuyau du jour, si vous êtes déjà sur Instagram, le truc niveau visibilité actuellement sont les réels, donc faites des réels. Pour le moment, poster des photos n'a absolument aucun intérêt, mais faites des réels. C'est là-dedans que Instagram, essayant d'être en concurrence directe avec TikTok, il met en avant les réels. Donc, si vous voulez faire quelque chose d'intéressant, faites des réels sur Instagram. Mais j'essaierai d'y revenir ultérieurement. Par contre, je ne sais pas faire plus d'un webinaire gratuit mensuel parce que forcément, j'ai beaucoup de travail. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à cc comme christellecharlier@flexvision.be. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Flex4Imo, le groupe Facebook, et vous pouvez me retrouver naturellement sur LinkedIn. Alors, je vois, j'ai manqué une grosse partie de ce webinaire. Oui, donc comme je l'ai précisé, le webinaire est enregistré et sera rediffusé sur le YouTube de Flex4Imo. Abonnez-vous au YouTube, c'est le mieux que je puisse vous conseiller parce qu'on oublie parfois de vous signaler dans le groupe que la vidéo est en ligne et on les met toutes en ligne à un moment ou à un autre. Donc, vous pouvez aller les revoir là-dessus. Et si vous avez d'autres questions, donc comme je vous ai dit, cc@flexvision.be et ce sera avec plaisir que quelqu'un de l'équipe vous répondra ou bien qu'on y répondra en vidéo si on en a l'occasion. Voilà, en attendant, je vous souhaite une toute bonne journée. On est vendredi, samedi, dimanche, on va en profiter. Il pleut, hein, je crois. C'est pas grave, on s'en remettra. Je vous souhaite une belle journée quand même et bon appétit puisqu'il sera bientôt midi. On se retrouve le mois prochain. Bye bye.